j'ai travaillé en centre de planification et d'éducation familiale et j'interviens de temps à autre dans des établissements scolaires ou des centres sociaux en vue de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Donc je travaillais en libéral à Évreux et à Rouen et le premier objectif du conseil conjugal, c'est bien évidemment que les couples vivent bien ensemble. Pas simplement qu'ils vivent ensemble, mais qu'ils vivent bien ensemble. Donc ce n'est pas une fin en soi. Bien sûr, l'accompagnement se fait suivant ce que eux décident, c'est-à-dire dans quel sens, vers quel chemin ils veulent aller. Ils vont pouvoir décider, par exemple, de se séparer. Mais en effet, d'en avoir parlé avant, ça va aider à une séparation qui va mettre du sens et qui va peut-être constater que merci pour ce chemin qu'on a fait ensemble et maintenant un autre chemin s'ouvre, mais plus ensemble. Donc je vais évidemment parler en généralité, ça va peut-être être un petit peu caricatural, donc ne m'en veuillez pas, il se peut qu'il y ait des situations dans lesquelles chacun se retrouve, ce qui n'est évidemment pas fait pour blesser qui que ce soit. Plutôt, si jamais ça peut faire écho à l'un ou à l'autre, une mise en route, une mise en question, peut-être l'occasion de travailler quelque chose. Donc, je vais parler en général, c'est-à-dire je vais utiliser peut-être on, peut-être nous, peut-être aussi un jeu général. Je trouve que quand je parle en jeu, on se sent moins atteint, peut-être moins rejoint. Donc, en introduction, je vais pouvoir vous dire que je reçois des couples qui ne vivent pas bien ensemble, qui sont devenus, comme ils le disent, des colocataires. Il n'y a plus beaucoup d'échanges, plus de joie à être ensemble, et pourtant, ils ont tout ce dont ils avaient rêvé, un travail, un logement, et souvent des enfants. Donc, aujourd'hui, je vais m'attacher plutôt aux couples qui ont des enfants, et pourtant, quelque chose dérape, quelque chose ne va plus bien. Alors l'impact va être important sur l'ambiance qui règne dans la famille, à propos de l'éducation des enfants, sur le moral de chaque membre du couple, et une question fréquente est finalement comment ça se fait qu'on en soit arrivé là, alors qu'au début on s'aimait, et on pense que l'amour ça suffit, et qu'avec l'amour on va pouvoir tout faire et durer très longtemps. Alors on y croyait, et puis finalement on vient vous voir. Alors heureusement, je dirais, ce rêve d'être à nouveau bien ensemble, eh bien, il est souvent toujours bien présent, même s'il est un peu loin, et même si ces couples ne savent pas très bien comment s'y prendre pour réactiver le bien ensemble. Donc dans une première partie, je ferai un petit constat rapide de quelques phrases que je peux entendre, et puis après, je m'attacherai à décrire en quoi l'arrivée d'un enfant peut bousculer un couple, peut créer des bouleversements dans un couple, et puis évidemment quelques pistes, quelques remèdes, pourrais-je dire, d'attention, quelques points d'attention qui permettent de bouger les choses et de ne pas s'enfoncer dans quelque chose qui est un petit peu insidieux, qui vient sans qu'on y fasse tellement attention. Donc rien de très exceptionnel, rien de très extraordinaire. Jean-Louis Maillot ayant traité beaucoup de ce que je pourrais reprendre en transgénérationnel, voilà, l'apport des parents, je ne vais pas beaucoup m'y arrêter. Je vais m'attacher surtout au couple. Comment est-ce qu'on peut vivre en couple quand on devient parent? Et est-ce que, en étant en couple, je peux rester moi-même, un homme, une femme, un individu, une personne? Donc le premier constat, c'est finalement l'état de parent, quelquefois, semblerait primer sur l'état de couple ou d'individu, de personne, au point quelquefois d'annihiler ces deux autres états. Alors, je dirais une des premières questions en entretien de conseil conjugal, c'est à quand diriez-vous que remontent vos problèmes de couple? Et là, souvent, les gens qui viennent en consultation me disent eh bien, depuis la première grossesse ou l'arrivée du premier enfant, la naissance. Comment ça se fait? Puisque c'est
c'est souvent un bonheur, c'est souvent attendu pendant 9 mois. Comment ça se fait qu'il y ait tant de bouleversements? Mais finalement, elles me disent, ce qu'elles me décrivent, c'est comme si ces personnes n'étaient plus devenues que des parents. Toutes les préoccupations du couple sont centrées sur les enfants, les conduites, les loisirs, les vacances, l'école, voilà. Et quand je demande aux couples comment ils prennent soin de leur couple, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas la question. Ils disent, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Ils ont tellement laissé leur couple loin qu'ils ne savent même plus ce que c'est qu'un couple. Et puis il y en a d'autres qui me répondent, mais enfin quand même, hein, on a eu des enfants, c'est pas pour les laisser, c'est pas pour ne plus s'en occuper. Je ne vois pas pourquoi je pourrais prendre du plaisir en dehors de mes enfants, que ça serait comme si c'était un abandon. Alors d'autres familles me disent, pour l'anniversaire de notre fille aînée, on a voulu faire quelque chose, mais il faut absolument que tous les autres enfants soient là. Ils n'imagineraient pas fêter bien sûr l'anniversaire en famille, hein, il n'est pas question de ne pas le faire en famille, mais ils n'imagineraient pas peut-être, papa et maman, emmener cet enfant-là dans un restaurant, juste avec lui, pour lui montrer que on est content, nous, papa et maman, qu'il ait 10 ans par exemple. Quelquefois il y a des gens qui disent, pour les 10 ans de l'enfant, on fait quelque chose de spécial avec lui, etc. Et puis, quelquefois quand ça va plus mal, peut-être que l'un songe à sortir de ce couple. Il y a un des membres du couple qui me dit, mais pourtant, je ne comprends pas, moi j'ai toujours tout fait pour mes enfants, j'ai toujours tout fait pour mon mari ou pour ma femme. Alors c'est souvent les femmes qui le disent. J'ai toujours tout fait pour mon mari, mon compagnon, mes enfants. Alors, vous savez qu'en psychologie, je ne vais pas vous apprendre, souvent on dit j'ai tout fait, on n'arrive plus très bien à savoir quel mot c'est, mais c'est le verbe étouffer. Et finalement, j'ai tellement étouffé l'autre, je me suis tellement oubliée que ce pourquoi je le faisais, ça ne marche pas non plus. Finalement, j'ai fait ça pour toi, et puis on ne va plus être toi et moi, on va être chacun dans 2 maisons séparées. Alors, ça m'amène à décrire un petit peu quels mécanismes se mettent en place au niveau du fonctionnement. Un début de la vie de couple, c'est plutôt sympa, hein. Ça c'est cool. On est tous les deux, souvent on travaille, on a de l'argent, donc on peut faire des sorties, c'est assez ludique. La sexualité est tout à fait satisfaisante, on peut en avoir souvent beaucoup, puisque c'est un petit peu la lune de miel aussi, hein, et puis on n'a pas de stress tellement, on n'a pas tellement de freins, donc la sexualité est spécialement satisfaisante. Il y a des copains, il y a des projets, la vie est belle. Et puis, je vous dis ça parce qu'en plus, c'est amusant, moi j'ai rencontré des couples où par exemple, lui il était steward et elle hôtesse de l'air. Donc c'est toutes les deux le même genre de métier. Et un métier finalement, c'est les vacances quoi. Non, je veux dire, si vous connaissez des stewards, c'est des hôtesses de l'air, on va me dire qu'ils sont en vacances tout le temps. Mais c'est quand même les voyages, la plage, s'il reste 2-3 jours dans les vols long courriers, et puis ça dure des années. Et alors ça, c'est quand même vraiment sympathique de prolonger aussi un petit peu l'adolescence au travers de ça, tout en étant adulte. Parfois, il y a des couples, ils se sont rencontrés en boîte de nuit. Donc lui, il est DJ, et puis elle peut être serveuse en boîte de nuit. Là aussi, c'est un milieu de rêve, quoi. Hein, c'est la fête. Et pendant quelques années, ils restent sans enfants. Et puis évidemment, un jour, ils ont envie d'avoir des enfants ou d'accueillir un enfant. Et là, les choses commencent à changer. Alors d'abord, il y a la grossesse. C'est vrai, maintenant, il y a les PMA. Enfin, il y a les... tout à l'heure, Jean-Louis Maillot a dit qu'on pouvait dissocier les choses. Quand même, la grossesse, c'est ce qui reste le plus courant. Hein. Et donc là, les choses commencent un petit peu à changer, puisque, je vais dire madame, hein, pour décrire la femme, bien madame est quand même un petit peu fatiguée. Elle ne fait plus tout à fait la même chose qu'avant. Elle n'a peut-être pas envie de sortir autant qu'avant. La sexualité, soit ça peut s'améliorer d'ailleurs dans cette période-là, soit il peut y avoir moins de désir en sexualité. Puis surtout, elle est très très sensible. Il faut savoir qu'une femme enceinte, ça pleure quand même beaucoup plus facilement
déjà naturellement, nous les femmes, avec notre fameux cycle féminin, où il peut y avoir des périodes aussi beaucoup plus sensibles. Donc de temps en temps, de ce couple très dynamique qui sortait facilement, eh bien l'homme il commence à avoir du mal à reconnaître entre guillemets sa femme. Et puis vient la naissance. Alors la naissance qui est souvent qui se passe souvent bien, mais il n'est pas rare dans les couples que je rencontre qu'il y ait des naissances, des grossesses, des naissances difficiles. Avec des bébés qui sont quelquefois qui ont des problèmes de santé, quelquefois vraiment très très graves, et c'est vrai que dans ces cas-là, ça n'aide pas le couple à vivre bien en couple, parce que c'est beaucoup de préoccupations, beaucoup de difficultés et beaucoup de fatigue aussi. Voilà. Mais même quand tout le monde va bien, et bien finalement arrive un petit bébé dont nous sommes très très contents, très heureux de son arrivée, mais qui est quand même un tiers séparateur. Hein. De un, il a fallu s'habituer à vivre à deux, en couple, et déjà, ce sont peut-être quelques renoncements, et puis ensuite, maintenant, il faut s'adapter et s'habituer à vivre à trois, avec un petit bout qui va être là en permanence. Hein. C'est pas comme quand je ferme la porte du bureau, où là je peux penser à autre chose, c'est que le jour, la nuit, il est là tout le temps. Et il arrive quelque chose de tout à fait merveilleux, la fusion mère-enfant. Vous savez que le bébé vient de passer 9 mois dans le ventre de sa mère, et quand il naît, il a l'impression d'être toujours dans le corps de sa mère, de toujours faire partie du corps de sa mère. Donc il ne s'est pas encore individué. Et la mère, eh bien, une réaction physiologique aussi fréquente, c'est que quelquefois, elle oublie qu'elle est femme et elle devient exclusivement, presque exclusivement, une maman. Ah, c'est génial d'être une maman, hein, c'est formidable. Alors, papa, là-dedans, ne sait plus très bien où il en est. Il se dit comment ça se fait. Avant, ma compagne ou ma femme, elle était attentive, elle s'occupait bien de moi. On pouvait faire l'amour, c'était formidable, etc. Puis tout d'un coup, il ne sait plus très bien où il est, le pauvre papa. Il se retrouve perdu, il a l'impression de se sentir exclu, d'être là pour rapporter de l'argent, et il est un petit peu insatisfait, puis en même temps, il est un petit peu sur la pointe des pieds, parce qu'il sait que c'est une période un petit peu fatigante. Il aimerait bien aider sa femme, puis, ou sa compagne, hein, peu importe. Et puis finalement, il se retrouve avec pas beaucoup de place et il ne sait pas très bien comment faire pour prendre sa place, ce papa. Et il est quelquefois un petit peu intimidé. Donc il y a des conflits qui peuvent survenir à ce moment-là. Parce que la mère va naturellement, spontanément, être plus dans la protection. Et puis parce que nous, les femmes aussi, avec notre anatomie, vous savez, nos organes génitaux, ils sont à l'intérieur. Et puis, donc, ils sont tout près du cœur. Et puis l'homme, les organes génitaux, je ne vais rien vous apprendre. Le pénis, c'est un petit membre qui est à l'extérieur. Donc, petit, je vais me faire taper dessus. Et donc, c'est très accessible, c'est facile à toucher. Et donc, l'homme, il est plus naturellement proche de son corps à l'origine. Il est plus dans le physique. Et nous, on est plus près du cœur. Et donc, on est plus près de la relation, on est dans la protection, on est plus dans la douceur. Le père, il peut être doux aussi, mais il est fort. Il va être fort. Et donc, il est quelquefois un petit peu pâteau avec son bébé. Il peut être un petit peu intimidé, pas trop savoir comment s'y prendre parce qu'il a peur de le casser. Et puis, quand le bébé fait quelque chose qui ne va pas, il va prendre sa grosse voix. Et la maman, nous, alors les mamans, quand papa fait sa grosse voix, notre petit cœur, il se serre, il dit non, 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 pas mon bébé, pas mon petit enfant, qui pleure en plus. Et ça, c'est vraiment, ça nous fend le cœur. Vraiment, ça nous fend le cœur. Et on veut dire au papa, quand même, non, tais-toi, arrête, tu lui fais peur, ça va pas, etc. C'est pas qu'on agisse contre le père, mais c'est que c'est vraiment difficile à supporter. Donc, sans s'en rendre compte, petit à petit, quelquefois, nous les femmes, alors je vois qu'il y a un public de femmes spécifiquement, hein, donc je prends des risques, mais on peut pousser
relation avec l'enfant. Non, lui dis pas ça, tu vas te faire pleurer, ou l'enfant, attention, dis pas ça à ton papa, tu vas te faire gronder, etc. Puis nous, que l'enfant soit grondé, c'est quand même difficile. Donc on a déjà nous-mêmes du mal à gronder notre enfant quelquefois, et d'entendre le papa le gronder, c'est aussi compliqué. Donc petit à petit, il y a la mère, elle prend de la place dans la relation avec son enfant. Elle est spontanément plus mère que compagne ou épouse. Et l'homme, dans sa fabrication, je dirais entre guillemets, même si le mot n'est pas très joli, il va être plus spontanément époux ou compagnon que père. Alors on ne jongle pas sur les mêmes donnes, quelquefois. Donc le papa, il se sent mis de côté. Il peut se trouver démuni face au bébé en ne sachant pas très bien comment on s'occupe d'un tout petit bout comme ça. Puis en même temps, c'est assez pratique. Je veux dire, c'est quand même commode. Je peux aller faire mon sport. Je peux aller voir mes copains éventuellement. Et puis quand je reviens, la maison est propre. Les enfants aussi. Si le dîner est prêt en plus, c'est quand même formidable. Voilà, non, c'est un petit peu caricatural, je vous dis ce que je raconte. Et puis, alors, de temps en temps, vous savez, alors l'enfant, il a aussi son évolution affective, son développement affectif. Alors, ce petit enfant-là, une fois qu'il sait que c'est un individu, qui n'est plus le corps qui n'est pas la même personne que sa mère, il se rend compte que quand il va se coucher dans sa chambre, il est tout seul. Il est tout seul, papa et maman sont plus loin. C'est quand même bien confortable d'être tout près. Et puis en plus, quelquefois, il fait noir. Et alors, il va avoir peur du noir. C'est vers l'âge de 2 ans, c'est l'âge où on voit les armoires se transformer en monstres. Et c'est quand même assez effrayant. Et en même temps, ce sont des étapes importantes à passer dans le développement. Surmonter sa peur du noir, surmonter sa peur d'être tout seul. Mais alors quand même, il faudrait que je trouve un moyen de ne pas m'endormir tout seul, né dans le noir. Alors, elle est bien éveilleuse, mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Par contre, il y a un truc hyper confortable, c'est quand même d'aller dans le lit de papa et maman. Et de s'endormir à côté. Alors, c'est pas un cadeau à faire aux parents, parce que dormir avec un enfant dans son lit, ça bouge, ça fait du bruit, c'est vraiment pas simple. Puis surtout, alors c'est super, parce que si moi j'étais devenue très très maman et peu femme, c'est une bonne raison pour ne pas avoir de relations sexuelles avec son compagnon ou son mari. Oui, évidemment, on ne va pas avoir des relations sexuelles avec l'enfant au milieu, c'est quand même mieux, c'est pas Jean-Louis Maillot qui va me contredire, je pense. C'est un bon moyen de contraception, oui, et puis c'est pas chimique en plus. Voilà. Et donc, évidemment, le petit bébé, il se rend pas compte de ça, il est super content, mais ça sépare un petit peu le couple. On va pas vivre la même chose. Puis le papa, il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa femme, sa compagne. Il n'a pas envie de retrouver juste une mère dans son lit. Alors, je caricature, je dis peut-être, je vais parler un petit peu plus des femmes comme ça, parce que c'est ce que j'entends le plus, mais il est tout à fait vrai que j'entends beaucoup de femmes aussi me dire nous n'avons pas assez de vie de couple, sous-entendu, nous n'avons pas assez de vie à deux, de relations sexuelles, etc. Et qu'il y a des femmes qui en souffrent, c'est plutôt les papas qui sont bien contents de prendre un petit peu de recul là-dessus. Mais je laisse la caricature un petit peu plus dans le sens femme et homme. Donc plutôt que de dire à son compagnon ou à son mari non je suis fatiguée ou j'ai mon passage à faire ou plein de choses, parce que s'il y a le bébé qui se glisse dans le lit, il n'y a pas besoin de trouver d'autres raisons et il n'y a pas de relation sexuelle. Alors l'homme, il attend qu'une chose, c'est de retrouver aussi sa femme dans son lit, c'est-à-dire sa femme aussi dans la sexualité. Et puis les femmes, nous, comme on est très près du cœur, ce que je remarque aussi, c'est qu'on n'est pas toujours disponible pour la sexualité. Pas toujours disponible parce qu'on est fatigué, parce qu'en effet, une grossesse, une naissance, un jeune enfant, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis que de temps en temps, il y a des choses où on n'est pas très satisfait de la manière dont notre compagnon, notre mari peut gérer la maison. Il faut lui redire toujours la même chose. Est-ce que tu peux m'aider ? Voilà. Alors le grand mot, c'est m'aider. Et puis le mari, il va dire mais je fais tout ce que je peux pour l'aider. Puis il est vraiment sincère, le mari. Et alors moi, aider, c'est un mot qui ne me plaît pas. Parce que je dis
Mais pourquoi il faudrait que l'homme, il aide sa femme? Il n'y a pas besoin d'aider, on est tous les deux responsables du foyer, de la marche à suivre, enfin de la vie de la maison. Donc il y a des choses à faire. C'est pas une histoire d'aider l'autre. Alors peut-être on va avoir chacun nos compétences plus spécifiques. Si monsieur il est meilleur au bricolage et madame à la cuisine, on s'en fiche, c'est pas le problème. C'est que les choses soient faites et qu'elles avancent. Hein. Donc c'est en même temps le petit côté féministe, je dirais, mais en même temps, côté, on a chacun nos compétences et c'est pas un problème d'être féministe ou de pas être féministe. Hein. C'est qu'on n'est pas fait pour les mêmes choses et tant mieux d'ailleurs. Et donc, si madame, petit à petit, elle sent qu'elle doit s'occuper beaucoup des enfants, qu'elle doit s'occuper de la maison, que quand il faut prendre un rendez-vous de chez le médecin, elle ne va pas compter sur son compagnon, sur son mari, parce qu'il l'oublie. Voilà, monsieur, alors il a une tendance à oublier ce genre de choses, qui est quand même assez fréquente. Et du coup, de temps en temps, elle se dit, non mais c'est pas possible, c'est pas un enfant que j'ai à la maison, c'est deux. Hein, vous n'avez pas entendu ça quelquefois, je suis pas ta mère. Ou je ne suis pas ton père, ou je ne suis pas ta fille, je ne suis pas ton fils. Voilà. Donc, les histoires de parents et d'enfants, on les retrouve même au sein du couple. Alors c'est pratique, hein, finalement, on a toutes les places dans le couple. Et puis, donc tout ça pour dire que s'il y a quelques insatisfactions comme ça, ou quelque chose qui devient lourd, la femme, elle a moins envie de la sexualité. Hein. Et nous, les femmes, pour avoir envie de sexualité, on a besoin d'être bien dans notre vie, dans la relation, dans l'atmosphère. C'est assez fragile finalement, hein. C'est compliqué. Hein. Vous savez, les hommes ils disent oh là là, les femmes c'est compliqué, mais je crois que de temps en temps ils ont raison quand même. Hein. Ils ont raison. Et puis l'homme, la sexualité, ça l'aide à se sentir bien dans sa vie. Ça le rend plus dynamique, plus tonique. Je dirais pas, ça lui donne des ailes. Il est plus amoureux de sa femme. Il a envie de faire plein de choses dans la maison. Enfin bon, il pourrait soulever des montagnes. Et puis nous, il y a des moments où on n'est pas très disponible. Mais c'est pas parce qu'on n'aime pas notre mari ou notre compagnon, c'est que c'est pas tout à fait ça. C'est pas le moment. Voilà. Lui, il va se dire comment ça se fait, s'il n'y a pas de sexualité, avec moi, c'est peut-être qu'elle en a avec un autre, ou alors c'est qu'elle m'aime pas, et puis c'est qu'elle m'aime pas. Voilà. Et donc, on va chacun cogiter dans son coin. Alors, les femmes, on est très très fort pour cogiter, hein, pour tricoter dans le cerveau, mais les hommes, au niveau de la sexualité, ça peut les emmener très loin aussi. Alors, puis tout d'un coup, voilà, il y a des petites insatisfactions qui naissent, qui apparaissent, et puis on va être de plus en plus centré sur l'enfant, mais c'est pratique, ça évite aussi de parler, hein, de communiquer en profondeur. Alors, je dirais que là, c'est peut-être un petit peu dommage que le père ne prenne pas plus sa place dans le couple et dans la vie de la famille. Parce que madame, petit à petit, elle prend les choses en main et elle dirige un peu la maison. Hein, c'est toujours le côté caricatural, hein, que je prenais un petit peu de distance par rapport à ça. Et puis l'homme, il va le laisser faire. Parce que d'un côté, ça l'arrange. Et puis d'un côté, elle est tellement autoritaire, hein, quelquefois la femme, qu'il n'y a pas beaucoup de place pour se glisser au milieu. Et sauf que moi, je remarque que plus une femme est autoritaire, plus elle a besoin de l'homme fort et doux. C'est-à-dire l'homme qui va savoir aussi la contenir. Alors, je suis peut-être en avance sur mon troisième point, mais c'est pas grave, je le développe. C'est-à-dire que plus je prends de la place, moins mon mari va en prendre, moins il en prend, plus j'en prends, et on va tomber dans un cercle vicieux qui ne va pas me rendre service, et je vais pouvoir dire que des fois on devient même hystérique, hein. Nous les femmes, on va déborder. Ça, on va déborder et on ne peut plus se contenir. Et donc, ça part dans n'importe quel sens et personne n'est content parce que petit à petit, moi, c'est ce que j'entends dans mon cabinet, les femmes, elles disent « j'en ai marre, c'est moi qui fais tout, c'est trop lourd ». Et l'homme, il dit « j'en ai marre, j'ai pas de place, à chaque fois que je veux faire quelque chose, elle m'en empêche ». Ben oui, les gars, mais il va peut-être falloir se bouger aussi. C'est-à-dire, comment vous faites preuve de suffisamment d'amour, de force et de douceur pour pouvoir canaliser votre femme qui est en train de déborder. Elle a besoin de vos bras doux et forts, protecteurs, rassurants, contenants. Un peu comme nos enfants, ils ont besoin d'être contenus aussi. Ben, nous, les femmes, à ce moment-là, on est peut-être un peu des enfants qui ont besoin d'être contenus. Et donc,
Donc ça, c'était un petit peu en avance sur les remèdes, hein, ce que je viens de vous dire. Et je pense que c'est très important. Et puis, aussi, tout ça dépend un petit peu du modèle familial que j'aurais eu. Et ça, Jean-Louis Maillot l'a suffisamment développé. Est-ce que j'ai eu une mère forte et un père discret, ou au contraire un père autoritaire, dont les décisions ne sont pas discutables, et une mère plutôt soumise, effacée? Donc, moi, j'appelle ça, les familles desquelles on vient, eh bien, évidemment, il y a des fonctionnements, hein, il y a des habitudes, il y a une éducation, une culture, une religion, un mode de communication qui va forcément ne pas être le même dans la famille de mon conjoint. Et donc, moi, je dirais qu'une des premières surprises de la vie de couple, surtout aussi quand il y a des enfants, c'est que je suis issue de certains moules familiales. J'appelle ça le moule entre guillemets. Donc, j'ai l'habitude de ce fonctionnement et ce sont mes références. Donc, je suppose que quand moi je deviens mère ou père, eh ben, on va continuer la même chose, avec peut-être quelques distinctions, parce que je ne vais pas tout prendre de mes parents. L'idéal, ce serait de garder le meilleur de nos parents et puis de laisser de côté le moins bon. Et puis, en fait, je me retrouve avec un conjoint qui va me dire « Mais non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait. » Puis en plus, il pense qu'il a raison. Mais moi, je sais comment on fait, parce que dans ma famille, on faisait comme ça. Il n'est pas question qu'on fasse autrement. Et là, on va commencer à s'écharper, parce qu'on va se dire « Non, non, mais t'es fou ou quoi? C'est pas du tout comme ça va pas du tout marcher. » Et donc, c'est moi qui ai raison. Et alors là, on peut se disputer vraiment très fort. Alors, comment on fait? Puisqu'on est un couple, donc on est en train de créer une nouvelle entité. Moi, je dis, chaque nouveau couple est une création à faire, une nouvelle création. Nous devons inventer nos modèles, nos fonctionnements, faire en sorte que ça convienne le mieux possible à chacun. Parce que sinon, on va rentrer dans le rapport de force et on va sortir la dague, le bouclier, et on va commencer à batailler. Et ça, on fait ça très très bien. Surtout dans notre société ici, où on est très porté sur le négatif, donc à souligner ce qui ne va pas bien, et pas tellement à complimenter, pas tellement à remercier, pas tellement à encourager. Et on sait que même en couple, même quand on est des adultes, on a tous besoin d'être encouragés, d'être complimentés, d'être remerciés. Je pense qu'au Canada, ça se fait autrement et que nous aurions certainement beaucoup à apprendre sur cette manière de faire. Alors nous, les Français, c'est un peu compliqué. On en sort, mais voilà. Alors, avec tout ça, comme si ce n'était pas suffisant, le moment de la naissance d'un enfant, c'est aussi le moment où les grands-mères rappliquent. Hein? Ah, les grands-mères. Ah, ça c'est merveilleux, les grands-mères. Mais ça peut prendre beaucoup de place aussi. Les grands-pères, hein, ça dépend, mais c'est aussi beaucoup les grands-mères. Oh, les pauvres femmes aujourd'hui, c'est terrible. Et donc, avec la naissance du premier enfant, les familles d'origine, elles arrivent avec beaucoup plus d'acuité. Hein. Quelquefois, c'est la grand-mère qui sert de nounou pour les enfants. Alors, c'est super pratique. Mais de temps en temps, le conjoint, pas forcément très, très heureux de ce qui se passe, parce que finalement, on n'en sort pas. Hein. La belle famille... on y est pour faire garder l'enfant, on y est pour le déjeuner le week-end, on y est tout le temps. Et puis quelquefois, il y a des grands-parents qui ne sont pas très contents, parce que d'abord, ils trouvent que l'éducation que leurs enfants donnent à leurs petits-enfants ne leur convient pas. Et puis ensuite, ils trouvent qu'ils ne passent pas autant de temps chez eux que chez les autres grands-parents. Hein. Alors, il y a les disputes sur l'égalité de temps aussi. Alors, je dirais que là, c'est un petit peu compliqué certaines fois à gérer. Hein. Les familles et belles familles, vous savez, il y a beaucoup de caricatures là encore sur les belles-mères et les belles-filles. Hein. Bon, je crois qu'on pourrait en remplir des livres entiers. Donc, d'autant plus que comment on va très bien se disputer au sujet des familles d'origine. On y arrive très très bien aussi. Et donc, avec tout ça, comme il y a des insatisfactions qui s'accumulent, peut-être quelquefois la mère, alors là c'est pareil, je suis dans la caricature, la mère, elle va se mettre à crier parce que ça n'avance pas. Alors je m'énerve, puis comme vous disiez tout à l'heure, je voudrais que ça soit fait tout de suite, que le petit immobilise tout de suite, puis il ne pas tout de suite. Alors moi je me mets à crier, puis je crie tellement fort que mon conjoint, il se dit si elle crie, c'est peut-être pas la peine qu'on soit deux à crier, donc moi je vais me taire. Alors
père, il se tait. Et puis plus il se tait, ben, plus moi j'ai envie que ça avance. Donc plus je vais m'énerver et je vais crier. Et plus il va se taire. Et donc on rentre dans un cercle vicieux qui fonctionne là encore très très bien. Alors, bon, c'est vrai que dans la caricature du père, quelquefois il y a des pères qui font le contraire, qui prennent toute la place et qui deviennent un peu les tyrans de la maison. Et puis tout le monde est supposé lui obéir. Dès qu'il y a quelque chose qui va de travers, il y a un ouragan dans la maison. Il peut même y avoir des phénomènes d'emprise, de domination qui s'installent. Mais ce n'est pas mon propos parce que je parle de choses finalement assez banales qui se font facilement sans qu'on les voit s'installer. Alors, et puis aussi, alors il y a un très très bon truc aussi pour séparer les couples, hein, pour éloigner les couples l'un de l'autre. C'est que vous savez, quand on a des enfants, bah souvent on est obligé de changer de logement. Alors on a plein d'idées, plein de projets, on se dit c'est génial, on va avoir une maison à nous, et puis on va l'aménager comme on veut. Donc on achète de préférence une maison avec plein de travaux, ou un appartement avec plein de travaux, et puis après le travail, on y va. Qu'est-ce qui y va? C'est papa qui y va parce que maman elle garde les enfants. Alors papa après le travail, il file faire les travaux, donc il rentre à la maison très tard. Tout le monde a dîné, tout le monde est prêt à se coucher ou est déjà couché. Donc il dîne tout seul. Il est fatigué. On sait que la fatigue, ça aide à être de bonne humeur. Hein. On sait que la fatigue, ça aide. Voilà. Et puis pendant les week-ends, qu'est-ce qu'on fait? Et pendant les vacances, et ben c'est pareil. On va faire les travaux. Puis monsieur, il est quand même un petit peu fatigué de ses travaux et puis ça avance moins vite parce qu'il faudrait faire plein de choses. Ça coûte moins cher que de prendre des entreprises. C'est vrai, ça coûte moins cher que de prendre des entreprises et de faire les choses soi-même. Et donc on y passe beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de fatigue. Maman, elle va promener les enfants, elle va faire une petite promenade dans la forêt avec les enfants ou au parc avec les enfants le samedi. Puis elle est toute seule. Et puis, ben, on ne se voit plus. On ne se voit plus. Alors moi, je mets toujours un gros clignotant sur les travaux ou la construction de la maison. C'est un très très bon séparateur de couple et une très belle boîte à disputes. Et pourtant, les travaux, c'était fait pour le bien de la famille, le bien-être du couple, le bien-être de la famille. Et voilà que quelquefois, on peut se séparer après des travaux. Et puis, quelquefois, ben, vous savez, quand on était un, c'est-à-dire un individu, une personne, un homme, une femme, ben moi je rêvais de ce couple que j'aurais, de la femme, de l'homme que je rencontrerais, avec qui je vivrais une belle histoire d'amour et avec qui on pourra fonder une famille. Donc je rêve de ça. Et puis un jour je rencontre l'autre, on se met en couple, on a des enfants. Puis alors mon rêve, mais il ne ressemble pas tellement à la réalité de ce que je vis. La réalité, c'est que tous les jours, il faut se lever pour aller au travail, que tous les jours, il y a de la lessive à faire, il y a de la vaisselle, il faut faire les courses, le ménage, il y a des enfants qui peuvent se réveiller la nuit, c'est fatigant, j'arrive pas à récupérer. Et puis, il y a une espèce de routine qui s'installe, et c'est plus très drôle. C'est plus très drôle parce qu'on ne fait plus que ça. Et là, j'ai l'impression que cette réalité elle est vraiment dure, même violente, et que ça ne me fait plus rêver. Et puis je suis surtout, alors ça c'est aussi valable pas mal pour les hommes, bon, pour les femmes aussi hein, bien sûr, mais quelquefois qui se retrouvent avec que des obligations. Voilà, ils ont la liste à faire. Vous savez, pour le week-end, tiens, il y a ça, ça, ça à faire. Voilà. Ben moi, si je suis que dans des obligations, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre comme ça tous les jours? Et puis ça va durer combien de temps? Oh là, j'ai 30 ans et ça va durer encore. C'est quoi l'espérance de vie maintenant là? Puis les couples, ça dure de plus en plus long. Enfin, ça peut durer très longtemps. Voilà. Donc ça donne pas très envie. Ça donne plus très envie. Il y a peut-être une lassitude qui s'installe. Voilà. Et puis quelquefois, alors comme on se dispute, je me dis, ben s'il n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'il est contre moi. Et là, il y a un peu une confusion qui s'installe entre l'acte et la personne. C'est-à-dire, tu me fais des reproches, tu n'aimes pas ce que je fais, mais c'est comme si tu me disais que tu ne m'aimais pas.
Et ça, on est très fort aussi dans notre société pour avoir cette confusion entre l'acte et la personne. Je n'aime pas ce que tu fais, ce n'est pas toi que je n'aime pas, c'est ce que tu fais que je n'aime pas. Alors toi, je t'aime toujours. J'aime bien donner un exemple, c'est si j'ai un enfant, il a 5 ans, j'emmène faire des courses, il se roule par terre dans le magasin parce qu'il veut des bonbons, je lui dis non. Eh ben, j'aime mon enfant, mais j'aime pas la crise qu'il me fait. Donc je vais le gronder, je vais le punir peut-être, voilà. En tout cas, il va savoir que je ne suis pas contente. Et puis si on est à la maison avec ce même enfant et que tout va bien, qu'on est en train de faire un jeu de société, qu'on rit bien ensemble, ben, je suis contente. Je l'aime toujours autant que quand on était dans le magasin, sauf que je préfère quand on rit ensemble plutôt que quand il me fait une crise. Voilà. Et bien, avec le conjoint, ça devrait être pareil, mais sauf qu'il y a un truc mystérieux qui se passe, c'est que là, on n'arrive pas toujours à faire la distinction, à dire ah bah oui, mais c'est que tu m'aimes pas, et puis c'est peut-être que moi je t'aime pas non plus, je ne t'aime plus non plus. Et puis, alors, comme les mamans, nous, on prend beaucoup de place quand même dans la maison, mais qu'on a du mal à laisser de la place au papa, mais quelquefois, ben, les filles que les enfants, avec la fusion mère-enfant, hein, qui les quitte quand même pas tout de suite, ben, ils ont tendance à dire maman j'ai soif, maman j'ai faim, maman aussi, maman ça, et que nous, lire un bon livre dans le canapé pendant une demi-heure, ça devient compliqué, puis qu'il y a tellement de repassages à faire et d'autres choses que je me donne pas beaucoup d'autorisation non plus de prendre du temps pour moi. Donc, je suis un peu épuisée parce que les enfants me sollicitent tout le temps. Mais ils ont un papa, cet enfant, donc il faudrait peut-être demander à papa aussi, cet enfant. Et donc, voilà. Et puis aussi, il y a un truc, c'est que quand on essaye de sortir tous les deux, quand on s'en va, hein, pour aller dîner chez des amis ou aller au cinéma, ben, les enfants, ils ont compris aussi que c'était pas très agréable que papa et maman s'en aillent. Et comme ils ont un peu compris qu'ils étaient le centre du monde, ben, ils vont se mettre à pleurer. Alors ils se mettent à pleurer, alors non écoute, c'est pas possible, faut pas aller faire ce petit restaurant qu'on avait prévu tous les deux en laissant notre enfant pleurer comme ça, c'est terrible. Tant pis, la babysitter, on va lui dire de repartir chez elle, on va pas le laisser chez leurs parents, voilà. Et ils savent très bien faire, les enfants, ça, hein, pour nous culpabiliser, de prendre du plaisir en dehors d'eux, ils savent très très bien faire. Alors, donc, quelquefois, ben, on reste beaucoup à la maison, puis on ne sort plus beaucoup du tout. Hein. De toute façon, il y a plein de choses à faire à la maison, il y a des travaux, tout ça. Et puis, de temps en temps, ben, finalement, au bout d'un moment, on ne sent plus tellement l'amour de son conjoint, on ne sent plus tellement que j'existe à ses yeux, que je suis importante, est-ce que j'existe en tant qu'homme, en tant que femme, ou juste pour savoir si le dîner est suffisamment cuit, suffisamment chaud, suffisamment euh, conséquent. Donc il y a des déceptions qui arrivent, des aigreurs qui surviennent, et puis on va se lancer dans les reproches, rentrer dans le rapport de force. On va plus parler avec douceur, avec amour. On va se donner des ordres peut-être, fais ci, fais ça. Et puis dans les discussions, surtout, elles sont très très centrées autour des enfants, et on ne sait plus très bien quoi se dire, nous. C'est pratique quand même, les enfants, je vous le dis, pour ne discuter que de ça. Et puis même quelquefois, est-ce que je me sens vraiment respectée, comment ils me parlent, voilà. Et petit à petit, on s'éloigne, on peut s'enfermer sur nous-mêmes, ne plus voir nos amis, etc., etc. Alors, bon, il faut quand même aussi sortir de tout ça. Voilà. Ce qui est important, en fait, c'est pas tellement que tout ça se passe, parce que ça se passe, mais c'est plutôt comment je repère que c'est en train de se passer, et que là, il y a peut-être un petit glissement. C'est pas la peine qu'on s'embarque sur ce glissement-là. Donc, pas de panique, je dirais. Tout ça, ce ne sont des choses finalement que très banales, qui arrivent dans beaucoup de familles. Et on passe tous plus ou moins par ces étapes. Voilà. Donc, comment on peut faire pour recentrer quelques pistes pour recentrer sur notre couple et sur le fait qu'avant d'être en couple, je suis d'abord un homme et je suis d'abord une femme. Parce que le couple, il ne vient pas de ex nihilo non plus. Hein. Le couple, ce sont deux individus qui se rencontrent et qui se rencontrent parce qu'il y a quelque chose qui les séduit. Hein. Une des questions aussi en conseil conjugal, c'est qu'est-ce qui vous a séduit quand vous vous êtes rencontrés? Et là, c'est merveilleux. Je vois des sourires sur les visages des gens. Alors que quelquefois, les visages étaient très très fermés en arrivant. Et là, il se remémore, ah oui, mais voilà, elle était douce, elle était drôle, elle me faisait rire,
Elle était belle, voilà, tout l'émerveillement. Elle était, oui, excusez-moi. Non, mais c'est vrai que quelquefois ça arrive, hein, c'est de était. Et là, je me dis, oh là 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 là, comment je vais faire? Et puis, quelquefois, il y en a qui me le disent, non, non, mais elle était toujours aussi, elle était déjà aussi belle, voilà. Mais quand on s'entend pas bien, quand on va voir la conseillère conjugale, on n'est pas toujours dans quelque chose de très positif, vous voyez. Un petit aparté, mais c'est vrai que je remarque que quand je dis, alors qu'est-ce qui vous a séduit chez l'autre? Ben, il y en a un qui commence par ce qui l'a séduit, puis au bout de 2 secondes, il part sur tous les reproches. Hein. Il n'arrive pas à rester dans cet émerveillement du début de l'amour. Et ça, c'est dommage. Et je crois qu'on devrait se le remémorer plus souvent, ça nous aiderait. Hein. Plutôt que de tomber dans cette routine-là. Mais ce n'est pas une routine, c'est dans le rêve et dans la réalité. Ce que je trouve important, c'est qu'un couple qui ne rêve pas, ben évidemment, c'est pas drôle et ça sert à rien. Enfin, je dirais presque que ça sert à rien, caricatural aussi. Mais un couple qui n'est que dans la réalité, enfin, un couple qui n'est que dans le rêve, ben, on n'a pas les pieds sur terre non plus. Et puis, il y a quand même des choses à faire tous les jours. Hein, je veux dire, le linge, il faut bien le laver, il faut bien se nourrir, il faut bien... voilà. Donc, quel est l'équilibre entre le rêve et la réalité? Mais il y a des couples que je vois, ils me disent, ben, finalement, on voulait se marier, enfin voilà, peu importe l'ordre, mais on voulait se marier, on s'est marié. On voulait avoir une maison, on a une maison. On voulait avoir des enfants, on a des enfants. Maintenant, on n'a plus de projet. Voilà. Et du coup, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus se retrouver. Et ça, je crois que c'est... Qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie? Oui, le conjoint, c'est bien, c'est pas suffisant. La maison, c'est bien, c'est pas suffisant. Les enfants, c'est bien, c'est pas suffisant. Un jour, les enfants, ils vont partir. Et qu'est-ce qui va me rester si j'avais tout centré autour de mes enfants? Ben rien, pas grand-chose. Donc, gardez en tête aussi d'abord que les enfants sont le fruit du couple. Hein, ils sont le fruit de l'amour de 2 êtres uniques qui se rencontrent. Un homme, une femme, avec chacun son histoire, chacun sa famille, chacun le lieu de naissance, etc. Une culture, et où qui vont se réunir et donner ces petits bouts-là, et comment on va les éveiller à la vie. Hein. Prendre soin de son couple, je dirais, pour répondre à la question, là, il y a des gens qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire, eh c'est prendre soin de son couple, c'est s'en occuper comme s'il était le premier enfant du couple. C'est-à-dire que c'est le premier enfant à chérir dans notre famille, c'est bien notre couple. Parce qu'avec notre couple, on va faire des merveilles. Avec cet amour qu'on a eu, nos besoins, nos désirs, nos envies, nos personnalités, nos forces, nos faiblesses, nos blessures, eh bien, avec tout ça, on va former notre couple. C'est cette rencontre magique qui va permettre à chacun de sortir le meilleur en lui. Hein. C'est aussi la phase d'idéalisation au début. Au début, l'autre, c'est le plus. Hein. Le plus merveilleux, le plus gentil, le plus drôle, le plus intelligent, le plus. Pas toujours le plus riche, hein, c'est dommage, mais voilà. Non, c'était juste pour rien. Et donc, quelquefois, si moi j'étais un petit peu casanier, voilà, j'ai du mal à sortir, je suis un peu timide, eh bien, le dynamisme de l'autre m'aide à devenir plus dynamique, à avoir envie de sortir, avoir envie de faire des choses. Mais ce dynamisme, il sort non pas parce qu'il n'y a que l'autre, mais c'est aussi parce que je l'ai en moi, mais que je l'ai un petit peu caché au fond, au fond de moi, et qu'il a du mal à sortir. Donc comment l'autre, il vient réveiller cette belle partie que j'ai en moi. Hein, ça, c'est juste un exemple. Donc l'objectif du couple, c'est aussi de progresser, de s'épanouir ensemble, plutôt que de se disputer. Alors se disputer, on sait très bien faire. Hein, je vous dis, ça, le mode d'emploi, on n'a pas besoin de le trouver. Par contre, mettre de l'énergie pour se réconcilier, pour se demander pardon, pour aller mieux ensemble, ou aller bien ensemble, je ne sais pas, c'est bizarre, on met beaucoup moins d'énergie à ça qu'à se disputer, se coller au plafond et puis en descendre. Donc, prendre soin de son couple, c'est aussi prendre du temps à deux, prendre du temps ensemble. Prendre du temps sans les amis, sans la famille, sans les enfants, pour se retrouver. Garder ce cœur à cœur qu'on avait découvert au départ. Garder cette communication qu'on avait, cette facilité à parler, ce partage. Et c'est aussi sortir chez des amis ou avec des amis entre adultes, sans les enfants. Hein.
quand je vous disais, il y a des gens qui me disent, non, on ne va pas laisser nos enfants, ça ne sert à rien, on ne les a pas fait pour les laisser. Ça veut dire que ces personnes-là, quand elles sortent chez des amis le soir, elles ne savent pas sortir sans les enfants. Les enfants, ils seront peut-être très bien dans leur lit à un certain âge, ou plus tard avec les copains, très bien avec les copains et pas avec les parents. Donc comment aussi en tant que couple et en tant que parents, l'objectif pour les enfants, c'est de les amener à l'autonomie, les amener à la vie adulte. Et c'est aussi en les lâchant que je peux les amener à découvrir qui ils sont, les aider à découvrir qui ils sont, ce qu'ils ont envie de vivre, quels sont leurs rêves, quels sont leurs désirs. Et pas toujours compter sur papa et maman. Surtout qu'aujourd'hui, vous savez que les téléphones portables, moi je trouve que c'est un côté dommage, les téléphones portables, c'est qu'on donne à nos enfants très 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 tôt un téléphone portable. Si bien que quand il va avoir un problème, il ne cherche pas à le résoudre lui-même, il fait ping ping, allô, maman, papa. Voilà, au secours. Et donc, comment cet enfant-là, il apprend à se débrouiller par lui-même, et il y aura toujours des difficultés dans la vie, il n'y aura pas toujours un téléphone portable avec une maman ou un papa au bout. Donc le père, là, moi j'inviterais les pères à prendre toute leur place. Le père, dans ce physique qu'il a aussi, cette autorité naturelle, il représente la loi, donc il n'est pas la loi, parce que sinon il serait dans l'autoritarisme et la dictature, mais il est dans l'autorité, il représente la loi. Donc son rôle, c'est vraiment d'aider la mère et l'enfant à se séparer. Alors séparer, ça ne veut pas dire habiter chacun dans une maison, mais c'est à casser un peu cette fusion et à aider la femme à rester une femme féminine et une femme sexuelle. C'est-à-dire à rester une entité, une personne qui peut-être a envie d'avoir un loisir, qui peut-être a envie de faire un sport, qui peut-être a envie d'aller voir ses amis sans qu'il y ait forcément son conjoint ou ses enfants avec elle. Qu'elle garde une activité propre, une identité propre. Que la mère aussi peut encourager son conjoint à avoir une activité à lui, à ne pas être que dans les obligations du bricolage, etc. etc. Le père, il va contenir aussi l'enfant dans son désir et dans son illusion de toute puissance. C'est-à-dire que l'enfant, il suffit qu'il demande un truc et tout de suite, les parents accourent pour le satisfaire. Donc c'est facile, j'ai un besoin, un désir, il est immédiatement satisfait. Donc je suis tout puissant, puisqu'il suffit que je le dise pour que ça se fasse. C'est magique. Il n'y a plus qu'à claquer du doigt. Eh bien non, c'est aussi donner des limites à l'enfant, ce qui va lui donner un cadre rassurant et lui permettre de grandir en sécurité et donc de ne s'occuper qu'à grandir. Je prends toujours l'image d'un cadre, comme pour une gravure, un cadre vraiment, où ce cadre-là, les parents le mettent en place et il ne peut pas être dépassé. Alors le job de l'enfant, c'est de bousculer le cadre. Et le job des parents, c'est de maintenir le cadre. Alors c'est un petit peu fatigant, surtout à l'adolescence. Mais c'est essentiel, parce que comme ça, l'enfant, il sent que ça tient bon, et que donc il n'est pas obligé de s'occuper de la sécurité. Donc il se sent en sécurité parce qu'il y a des gens qui s'en occupent pour lui. Et il peut grandir sereinement, s'occuper de son développement affectif et être tranquille. Alors évidemment, plus il va grandir, plus le cadre va s'élargir. Et heureusement, c'est une histoire de confiance, mais de confiance mutuelle, pas que dans un sens. Et puis donc, le père, en utilisant son autorité saine, ferme et douce, ça va permettre à la mère de lâcher prise, de se reposer. Parce que comme elle est sollicitée en permanence par les enfants, c'est un peu épuisant. Et donc elle va pouvoir se reposer, elle va pouvoir lire son livre ou faire ce qu'elle a envie, ce qui lui fait plaisir. Donc le père va retrouver toute sa place et le couple va s'équilibrer au lieu qu'il y en ait un qui a un petit peu tout pouvoir et l'autre pas beaucoup. Donc la mère va être rassurée aussi par cet homme fort et doux qui la protège. Donc l'enfant va se sentir aimé de façon unique et inconditionnelle. Et puis on va prendre du temps, un temps de qualité avec lui, ce qui va lui permettre de se sentir aimé, et puis qu'après, il va pouvoir lâcher les parents et pas être en train de les solliciter en permanence, parce qu'il y aura eu ce temps qualitatif avec lui.
il va comprendre petit à petit que les parents peuvent prendre du plaisir en dehors de lui et qu'il n'est pas abandonné pour autant. La mère, elle va pouvoir apprendre qu'elle peut prendre du plaisir en dehors de son enfant et que ce n'est pas l'abandonner pour autant. Et donc, il n'est plus le centre du monde. Donc, les parents vont pouvoir sortir sans culpabilité ou faire leurs activités sans culpabilité. Et puis en plus, alors ça aide la mère, hein, parce que moi, si je dis à mon enfant, va prendre ta douche, bah, je peux le dire 10 fois avant qu'il y aille. Hein, c'est un petit peu fatigant. Puis je ne sais pas pourquoi, mon conjoint, quand il vient, il dit, va prendre ta douche, ta mère t'a dit d'aller prendre ta douche, bah, il va tout de suite. C'est quand même un petit peu écœurant de temps en temps, mais c'est comme ça. Il faut rester humble, c'est pas toujours facile. Donc, alors, quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est toutes les différences de fonctionnement entre l'homme et la femme, mais là, je sens que ça va être un petit peu trop long. Donc, il y a un DVD qui s'appelle Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Vous avez déjà entendu parler, je suppose, qui est quand même très, très intéressant, parce que d'une part, il est assez drôle, et ensuite, il y a beaucoup de choses très vraies. Il a sorti un deuxième spectacle que je n'ai pas vu. Et je pense qu'il va falloir que je rattrape cette erreur bientôt. Et les différences de fonctionnement, je vous en ai parlé aussi pour la sexualité. Et la sexualité, c'est vraiment quelque chose d'important dans un couple. Surtout que quand le couple avance, on n'est plus comme au début du couple. Hein. Au début du couple, je vous ai dit, ça peut être fréquent. Enfin, dans la fréquence, et quelquefois, voilà, comment on le ressent. Évidemment, ça va changer dans la vie d'un couple. Puis quelquefois, les couples ne sont pas habitués, puisque avant d'avoir des enfants, tout ça se passait un peu comme ils voulaient, quand ils voulaient, aussi fréquemment qu'ils voulaient, et puis tout d'un coup, il y a pas mal de choses qui changent. Alors moi, je m'aperçois en posant des questions que si madame, elle ne se sent pas à l'aise. Ah oui, je ne me sens pas à l'aise. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentiez pas à l'aise? Les enfants, ils pourraient peut-être arriver. Ah oui, si les enfants arrivent, c'est quand même pas très recommandé non plus. Mais comment vous faites? Votre chambre, elle est où? Notre chambre, elle est à tel endroit, mais on ne ferme pas la porte. Ah bon, elle est poussée, vous pouvez la... voilà. Et quelquefois, il n'y aura peut-être même pas de porte. Enfin, non, je caricature, mais vous savez, c'est comme dans la salle de bain. Quelquefois, les salles de bain, elles ne se ferment pas. C'est comme si tout le monde pouvait arriver dans la salle de bain quand il voulait. Ben non, quel est le territoire un peu de chacun? Quelle est l'intimité de chacun? On va parler de l'intimité tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses très très importantes en fait dans le fonctionnement d'une maison dont on ne se rend pas forcément compte. Hein. Ouais, nous, il n'y a pas de secret, tout le monde peut... Ben, oui, mais comment ça me gêne si je risque d'être prise dans mon intimité, d'être surprise dans mon intimité par les enfants. Alors, je dirais, et moi là-dedans? Est-ce que moi, une fois que je suis devenue mère ou une fois que je suis devenue père, quand je suis en couple, est-ce que je peux penser à moi, je peux avoir une vie qui respecte l'équilibre des trois états? Est-ce que je peux être une personne et vivre, avoir des activités en tant que telle? Est-ce que je peux prendre du temps pour mon couple et être dans l'attention à l'autre? Et puis, est-ce qu'on peut prendre du temps en famille et être des bons parents avec nos limites et nos forces et nous occuper de notre famille? Donc ça va être des temps d'inspiration et des temps d'expiration. On inspire en couple, en famille, et puis on expire, on va chacun vaquer à ses occupations. Alors je dirais qu'il y a une chose aussi qui est très séparateur, c'est le conflit. Alors c'est bien quand on se dispute, je ne sais pas si je faisais un sondage, qui aime se disputer? Je crois que pas beaucoup de monde. Donc il y a beaucoup de gens, puis là pas mal d'hommes qui me disent non mais moi je veux pas de conflit chez moi. Alors moi je veux pas de conflit, donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, je dis rien et j'attends que ça se passe. Ah ouais, ça fait combien de temps? 20 ans? 25 ans? Bon, donc vous disputez jamais? Non, je ris, hein, vous disputez jamais? Ben non, on a horreur du conflit. Mais sauf que leur conflit, il est larvé en permanence. Quoi. C'est du conflit permanent puisque personne n'ose se dire ce qu'il pense. Donc dans un des remèdes, c'est évidemment la communication. Comment je parle en je, J-E, et pas en tu, c'est les reproches.
tu es comme si, tu fais... Alors, les jamais, toujours, tous ces petits mots qui tuent, là. Parce que nous, on dit, dans notre formation, on dit le tu, du verbe tuer. Tu es comme si, tu es comme ça. Donc, c'est pareil, là, l'acte et la personne, je ne distingue pas. Donc, je me sens agressée. Et si je me sens agressée, je sors la dague, le bouclier, j'agresse à mon tour. Et donc, on se bataille. Donc, si je dis que quelque chose ne va pas, je dis à l'autre, ce que tu fais ne me convient pas, ne me plaît pas, et je voudrais que quelque chose change. Alors, comme je dis aux gens, il y a des choses désagréables qui se disent dans mon cabinet. Et ce n'est pas pour être désagréable, c'est parce qu'il y a besoin de dire ces choses désagréables pour pouvoir après passer à autre chose, dépasser la crise, dépasser le conflit. Et d'ailleurs, les crises, on appelle ça des crises de croissance. Donc, les gens pensent que se disputer, c'est problématique et ça ne se fait pas. Vous savez, il faut être gentil. Hein. Moi, je suis gentille, je ne vais pas lui faire du mal quand même, je ne vais pas lui dire des choses qui le blessent et tout ça. Alors, évidemment, éviter de dire des choses qui blessent, mais il y a un auteur, qui s'appelle Thomas Dansbourg, qui a écrit un livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai. Voilà. Je dis ce que je pense dans mes tripes pour que ça sorte avec mon cerveau la manière dont je le pense. Hein, et avec ma parole, la manière dont je le pense. Donc je suis vrai. Et comme je suis vrai, j'ose te dire qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Et donc comment on fait? Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on fait ensemble pour trouver la solution? Donc parler, communiquer, c'est pas simplement dire qui va chercher le petit à la crèche et quand est-ce qu'on va au pressing et chercher le manteau. C'est parler de son ressenti, parler de comment je vis les choses, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, sortir des reproches, éviter de blesser l'autre et parler en vérité, en authenticité. C'est ce que je m'efforce de faire dans mon cabinet, que les gens puissent se parler en vérité, avec tact le plus possible. Et puis, un aspect très important aussi, c'est comment moi je suis adulte, comment je me sens adulte. C'est-à-dire que si je me sens dans l'opposition petit enfant ou parent, je ne sais pas si vous connaissez l'analyse transactionnelle. En analyse transactionnelle, c'est tout à fait intéressant l'initiation à l'analyse transactionnelle. Le rapport, la position état du moi, parent, adulte, enfant. Bien souvent, on va fonctionner dans les couples entre le parent et l'enfant, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Je ne suis pas ta fille, je ne suis pas ton fils, tu ne me parles pas comme ça, je crois entendre mon père. Voilà. C'est se situer en adulte par rapport à l'autre. Mais bien sûr, je peux avoir le petit enfant en moi, la petite fille en moi qui a besoin d'être consolée. Bien sûr que de temps en temps, je suis une petite fille. Bien sûr que de temps en temps, j'agis en tant que parent. Mais comment de cette petite fille, elle peut revenir dans l'adulte? Comment de ce parent, cette mère, elle peut revenir dans l'adulte pour parler à l'autre en adulte et ensemble prendre nos décisions, discuter. Et puis se situer en adulte par rapport à moi, donc la confiance en soi, hein, bien sûr, à travailler. Se situer en adulte par rapport à l'autre, et puis se situer en adulte par rapport aux familles d'origine. Alors je vous ai dit tout à l'heure, on pourrait en remplir des bouquins entiers de familles d'origine, c'est-à-dire comment je peux choisir mon conjoint, même si papa et maman disent autre chose. Hein. Et quelquefois, il y a des gens qui vivent des choses avec leur famille, mais si je les entendrais pas, je ne pourrais pas le croire. Parce que les familles sont très intrusives. C'est comme si elles continuaient à être les parents d'un des conjoints. Alors je suis toujours la fille de mes parents, et je ne suis plus la petite fille de mes parents. Et comment on peut mettre notre couple à sa juste place parmi nos familles d'origine. Donc bien sûr, accepter la déception, hein, la vie de couple, ça ne correspond pas toujours au rêve que j'en avais. Et donc comment accepter la décision pour passer du rêve à la réalité de ce que je vis, mais tout en maintenant une part de rêve. Donc se pardonner. La sexualité, j'en ai parlé, mais je dirais, il y a un jour, quelqu'un me disait, mon grand-père, il nous disait que les parents, les couples, ça devrait être des parents le jour et des amants la nuit. Oh, beau programme. Hein.
Et puis, donc, un peu un lâcher-prise, arrêter de vouloir tout maîtriser, que ça tourne comme je veux, quand je veux, aussi bien que je veux, et ne pas oublier que nous sommes une personne faite de 3 dimensions. Hein, dans les interventions scolaires, j'utilise beaucoup cet outil, cœur, corps, cerveau. Cœur, les sentiments, l'affectif, enfin de son corps, mais aussi la sexualité. Et puis le cerveau, les projets, l'envie de vivre dans la durée, d'avoir des enfants, d'être des parents à la hauteur, je dirais, comme on peut, et donc de faire le lien entre ces 3 dimensions de la personne qui font que nous sommes une seule personne. Donc en conclusion, je dirais que être parent, c'est une belle aventure et un des plus beaux cadeaux pour des parents. Est-ce que ce n'est pas de voir ses enfants prendre leur envol, devenir des adultes, bien dans leur peau, bien dans leur tête. Et donc en prenant soin de notre couple, c'est permettre, autoriser nos enfants à prendre leur envol et à leur dire, nous on a notre vie, on a notre couple, on est ravis de vous avoir, et vous, un jour, vous allez vous envoler, et vous allez vivre votre vie, et trouver la personne qui vous convient, pour avoir une vie le plus épanouie possible. Et donc après le départ des enfants, nous pourrons nous retrouver avec plaisir, c'est une nouvelle vie qui commence, au contraire de quelquefois des couples. Vous savez, quelquefois, moi je vois dans les restaurants des couples un peu âgés. Alors ils déjeunent l'un en face de l'autre, ils dînent l'un en face de l'autre, ils ne se parlent pas. Alors ils n'ont même pas de téléphone portable. Peut-être que maintenant ils en ont. Alors déjà, ils s'occupent pendant le dîner. Et sinon, et moi alors, quand je voyais ça, je me disais, oh là là, comment je vais pouvoir faire pour ne pas devenir comme ça? Parce que ça me faisait quand même un petit peu peur. Je me dis, non, là, il faut quand même bosser un peu pour prendre soin de nos couples et que nous ayons des choses à nous dire après le départ des enfants et nous épanouir en tant que personne. Parce que être en couple, c'est aussi devenir de plus en plus homme et devenir de plus en plus femme. Voilà, garder cette envie et cette joie de vivre.